la Chine fait 9 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a assez de terre. Un. Deuxièmement, le climat en Chine, il est varié. C'est un atout. Troisièmement, les ouvriers chinois sont très bien formés à l'agriculture, c'est-à-dire les paysans. Alors, Mao, malgré qu'il comprend cela, il va mettre ça de côté et vouloir tenter obligatoirement un développement industriel où les ouvriers seront la force principale du pays. Il va vouloir forcer le destin de la Chine, en faire un pays industriel malgré que les réalités ne se prennent pas à la Chine. Donc le fait qu'il veuille forcer le destin, voilà ce qui va faire qu'il va échouer dans son premier modèle. Et souvent je le dis en maintenant, comme quand on voudrait faire passer un bac S en ce moment. Vous voyez, c'est pas possible. La réalité de la Chine, c'était pas ça. Mais Mao a voulu privilégier son fanatisme envers Staline pour imiter Staline dans son programme. Alors malheureusement, ça a été un échec lamentable. Ça n'a pas donné un résultat, parce que seulement les réalités ne sont pas les mêmes. L'Union soviétique et la Chine sont deux pays différents, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue humain. Ici, les ouvriers sont très bien formés en URSS, alors qu'en Chine, on a des agriculteurs, des paysans. Et être un ouvrier, ça demande une formation, ça demande une qualification. Et Mao, alors, va essayer de bâcler tous ces principes-là pour vouloir tout forcer la Chine à devenir un pays industriel. Malheureusement, c'est un échec lamentable. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que l'échec du modèle soviétique allait avoir des conséquences. Parce que pour chaque politique de Mao, il faut comprendre trois aspects, trois éléments. D'abord, le fondement du modèle. Quand on vous dit que c'est un modèle soviétique, vous devez savoir qu'est-ce que le modèle soviétique, ce que j'appelle le fondement du modèle. Comme quand on dira grand bond en avant, vous devez savoir quels sont les fondements du modèle en tant que tel. Ensuite, il faut savoir le résultat du modèle. Chaque modèle a un résultat. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Mais vous allez voir que aussi, chaque échec a des conséquences. Voilà comment il faut comprendre les modèles. Chaque modèle comprenait trois éléments. Fondement, résultat, conséquence. Ici, pour le modèle soviétique, le fondement il est clair. C'est un développement qui repose sur le secteur industriel. Et les ouvriers doivent porter l'économie du pays. C'est ça le fondement. Maintenant, résultat, un échec. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, on ne peut pas copier un modèle économique, ce n'est pas possible. Un pays pour se développer doit partir de ses propres réalités. Voilà la réalité. La Chine s'est développée comme ça, le Sénégal ne peut pas copier la Chine et se développer. Tout développement doit être original. Ça, on le comprend en économie. Alors Mao a voulu changer la réalité, malheureusement, alors ça a été un échec lamentable. C'est ça le résultat du modèle soviétique, échec. Mais l'échec aura des conséquences. Pourquoi? Parce que quand il échoue dans ce modèle soviétique-là, ce qu'on remarque, c'est que l'agriculture en Chine, alors, ne va pas progresser. Finalement, la famine va s'installer dans le pays. Et cela va quand même frustrer les paysans de la Chine. Parce que ces agriculteurs-là se sont sentis trahis par Mao. Voilà ce qu'ils ont senti. Parce que pendant le combat qui les a menés au pouvoir, Mao les avait fait des promesses. Mais cette fois-ci, on voit qu'il les a négligées. Parce que 7% d'un budget pour la Chine qu'on donne à l'agriculture, c'est extrêmement faible. Alors les paysans sont mécontents. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les campagnes de la Chine, on se met à manifester contre Mao pour la première fois. Mao commence à avoir des opposants. Les paysans dans les campagnes commencent à se mobiliser, commencent à contester l'autorité de Mao. Alors, ces vagues de contestation-là vont quitter les villages pour aller dans les grandes villes de la Chine, comme Beijing, comme Shanghai. Partout, on se met à manifester contre le pouvoir de Mao. Mais finalement, c'est le Parti communiste lui-même qui connaît des problèmes. Parce que, à partir de ce moment-là, les leaders, les chefs du PCC ne vont plus s'entendre sur la voie à suivre. Parce que pour certains, Mao a raison. Pour d'autres, Mao n'a pas raison. Et finalement, ça va le conduire
à la division du PCC en deux tendances, ce qu'on appelle l'aile droite et l'aile gauche. Alors, voilà déjà le premier problème, aile droite et l'aile gauche. Donc, c'est deux tendances. Maintenant, l'aile gauche, c'est la partie qui soutient Mao. Alors, eux, ils ont une vision. Ça veut dire quoi? Ils comptent se développer sans entrer en contact avec un pays capitaliste. Eux, ils ne veulent pas d'ouverture au monde capitaliste. Ils ne veulent collaborer qu'avec des pays socialistes. Eux, on les appelle les idéologues. Parce qu'ils ont choisi l'idéologie. Ils ne veulent pas collaborer avec un pays communiste. Voilà comment ils pensent le développement. Ils ne doivent jamais s'ouvrir aux pays capitalistes. Ça, c'est la partie soutenue par Mao, c'est l'aile gauche. Par contre, maintenant, les droites, on les appelle les réformistes. On les appelle les experts. Eux, ils disent qu'on peut bien rester communiste et échanger avec les pays capitalistes. Voilà leur conception. Eux pensent qu'on peut collaborer avec les pays occidentaux tout en conservant son communisme. Eux, ils sont pour ce qu'on appelle l'ouverture de la Chine. Donc, vous voyez déjà que l'échec du modèle soviétique allait entraîner des contestations. D'abord auprès des paysans, finalement, c'est le Parti communiste lui-même qui est impacté. Parce que les leaders ne s'entendent plus sur la voie à suivre. Et en fin de compte, c'est la division du PCC en deux tendances. Ils sont tous communistes, on est d'accord, mais la vision n'est plus la même. Alors, il y a l'aile droite et l'aile gauche. L'aile droite, favorable à la vision de Mao, une Chine communiste qui ne collabore qu'avec des pays communistes. Alors on les appelle, eux, les idéologues. Et Mao disait, je préfère une Chine pauvre et communiste à une Chine prospère et capitaliste. Il est clair dans ses propos. Par contre, maintenant, l'aile droite n'a pas la même conception. Et l'aile droite, à l'époque, est dirigée par Li Shaoqi. C'est lui qui va diriger l'aile droite. Et on les appelle, eux, des réformistes. On les appelle des experts. Ils sont pour l'ouverture de la Chine. Ils prônent la collaboration avec les pays étrangers, qu'on soit communiste ou capitaliste. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? À partir de ce moment-là, Mao a en fait des adversaires devant lui. Il a les paysans qui ne sont pas contents, ils se sentent négligés par le programme de Mao, mais aussi au sein du PCC, Mao a des adversaires. Alors, il faut forcément se débarrasser de ces adversaires-là. Parce que s'il veut continuer à développer sa politique, il lui faut forcément écarter tous ces gens-là qui s'opposent à sa philosophie, à son idéologie. Et pour cela, maintenant, Mao doit trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mao va quand même, à partir de 1956, alors dire au peuple chinois qu'il va inaugurer une campagne de liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Il dit maintenant aux Chinois que vous êtes libres de me critiquer. Chacun peut dire ce qu'il pense de ma politique. Voilà sa philosophie. Et cette campagne-là, Mao l'appelle la campagne des 100 fleurs. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans son slogan? Il dit que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs séparisent. Alors ça veut dire quoi? Quand Mao parle de 100 écoles, alors il fait allusion aux idéologies, aile droite, aile gauche, communisme, etc. Il dit même si en Chine, il y a 100 écoles, c'est-à-dire 100 courants de pensée, l'essentiel que les fleurs s'épanouissent, que la Chine se développe. Voilà comment il va le dire. Il dit maintenant, comme il a vraiment cette ouverture-là, alors les gens peuvent critiquer sa politique. Et c'est ça qu'on appelle la campagne des 100 fleurs. Comme les gens n'ont pas compris, alors ils se mettent à dénoncer, à critiquer Mao ouvertement. Ils se mettent à écrire. Pendant 6 mois, il va les laisser faire. Mais comprenez bien, ce que Mao voulait, c'est comprendre qu'ils sont opposés à son régime. C'est ça qu'il voulait. Il voulait démasquer tous ces gens-là qui s'opposent à sa politique. Et pour cela, il va utiliser ce qu'il appelle la campagne des 100 fleurs. Et comme ces derniers n'ont rien compris, ils sont mis à critiquer Mao. Alors après 6 mois, il va tous les recenser tous. Près de 4000 personnes. Alors qu'est-ce qu'il va faire?
il va les prendre et les envoyer dans ce qu'on appelle les camps de travaux forcés, dans les camps de rééducation. C'est là-bas qu'il va les envoyer, dans ce qu'on appelle la Mongolie intérieure. Et la plupart de ces gens-là ils vont mourir là-bas dans les travaux forcés. Donc Mao a désormais écarté tous ses adversaires, il les a envoyés dans les soi-disant